Bon, alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Ouais, de trucs plutôt pas mal. J'arrête pas de plisser les yeux, en même temps il y a tellement de soleil, je sais pas comment faire. Eh bien ça y est, le printemps est officiellement bien installé, je ne sais pas pour vous, mais par chez moi il fait un temps absolument radieux, vraiment ça fait beaucoup de bien, et les vacances approchent, et je vous avoue qu'avant de partir en vacances, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous faire un petit update lecture de ce que j'ai lu dernièrement. Au départ je voulais vous préparer la vidéo dont je vous ai déjà parlé sur le guide de lecture un petit peu pour se lancer ou continuer l'aventure Brandon Sanderson, et je me suis dit que ça allait peut-être me prendre un peu trop de temps et donc que je ferais ça en revenant de vacances. Je sais pas si vous entendez, il y a même les petits oiseaux qui chantent là, on adore. Et donc aujourd'hui, plutôt qu'un guide de lecture, eh ben, je vous propose de faire un petit update. Je vais pas vous montrer tout ce que j'ai lu parce que ces derniers temps j'ai lu pas mal de choses dont des graphiques et il y en a certains dont j'ai pas forcément besoin de parler parce que j'ai pas grand chose à en dire. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 3 romans et de 2 graphiques. Un roman graphique et un manga. Et là-dedans, on va dire qu'il y a, au niveau des romans, il y a un énorme coup de cœur, une excellente lecture et une déception. Et sur les graphiques, c'est 2 avis pas mauvais, mais un peu mitigés quand même. Et écoutez, on va commencer avec les romans pour changer, et on va commencer avec une excellente lecture, vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, et pour lequel je n'ai pas encore fait de review en vidéo, j'en ai parlé en live, en stream sur Twitch, et je suis désolé d'avance parce que c'est un livre qu'on n'arrête pas de voir passer sur les réseaux en ce moment, et en particulier sur Instagram. La maison d'édition fait beaucoup parler d'elle, et j'ai envie de dire tant mieux pour elle, parce qu'elle sort des livres extrêmement bons, extrêmement beaux, donc pourquoi pas en parler. Et bien entendu, je vous parle de Blackwater. Ici c'est le premier tome qui s'intitule La Crue, à savoir que moi je suis arrivé, allez, on va dire aux 2/3 du tome 2 que je suis en train de lire en ce moment même. Alors Blackwater, c'est un roman de Michael McDowell, un roman qui se décompose en 6 tomes, 6 tomes qui sortent tous les 15 jours, donc voilà, on a un rythme de publication assez soutenu et c'est plutôt agréable. Il y a un petit côté un peu saga de l'été, enfin saga du printemps pour le coup. Et si vous n'avez pas encore entendu parler de Blackwater, je vais vous faire un résumé très bref, parce qu'au final il n'y a pas grand chose à en dire, c'est vraiment un roman qui se savoure. En fait ça se passe dans une ville, dans la ville de Perdido, qui se situe en Alabama. On est en plein dans les États-Unis des années 20. Et si vous voulez, la ville de Perdido, elle est traversée par 2 rivières, la Perdido ainsi que la Blackwater. Sauf que ces 2 rivières vont entrer en crue et donc inonder toute la ville. Et on commence ce tome 1 avec la ville qui est sous les eaux et où les habitants vont trouver refuge dans les églises et dans les hauteurs aux abords de la ville. Et ils vont attendre en fait que l'eau retombe afin de reconstruire un petit peu la ville et de rentrer chez eux. Et au milieu de tout ça va entrer en scène une jeune femme très énigmatique qui se prénomme Elinor et qui va voilà arriver en ville dans ce contexte un peu chamboulé. Elle vient pour prendre le poste vacant de professeur des écoles et on va découvrir que Elinor est certainement un petit peu plus que ce qu'elle ne prétend être, et elle va être un peu à la source de problèmes, de conflits et de toutes les attentions un petit peu dans la petite ville de Perdido. Et voilà, on va suivre principalement dans le tome 1 une famille très riche qui possède les scieries de la ville et donc qui fait fortune un petit peu grâce au marché du bois. Et voilà, on va avoir une intrigue familiale et en même temps surnaturelle, parce que comme je vous disais, Elinor, elle est certainement un petit peu plus que ce qu'elle prétend être. Il y a un petit côté fantastique et horrifique qui vraiment m'a beaucoup plu. Et voilà, sur toile de fond, on a toutes ces intrigues familiales qui se dessinent un petit peu au fur et à mesure. Et quand je l'ai lu, je vous avoue que j'ai eu un petit peu la sensation de déguster un bon épisode de Desperate Housewives à la sauce années 20, avec, comme je vous disais, cette petite ambiance fantastique et horrifique. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu. C'est pas un roman qui va se distinguer par son histoire très profonde ou son style littéraire très complexe. Pas du tout, c'est vraiment un roman très divertissant et très addictif. Quand on se plonge dedans, on a envie de savoir la suite, on a envie de savoir ce qui va se passer. Vraiment, c'est un peu comme une bonne série télé auquel on a du mal à se détacher et qu'on a envie de binger, quoi.
Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. Le deuxième tome est tout aussi bon, c'est vraiment une excellente lecture. Je vais pas dire que c'est un immense coup de cœur parce que c'est juste très divertissant et très addictif. Il n'y a pas cette petite étincelle qui va me faire dire « Waouh, c'est mon coup de cœur ». Mais voilà, je vais dévorer les 6 tomes, c'est sûr. C'est extrêmement bien. Donc vraiment, je vous recommande de vous plonger là-dedans si ça vous tente. D'autant plus que chaque tome coûte 8,40 €, ce qui est vraiment pas très cher quand on compare ça eh bien, à la qualité de l'édition. Parce qu'une fois de plus, Monsieur Toussaint Louverture n'a pas fait les choses à moitié. On a un petit format poche extrêmement beau avec voilà, des dorures et de l'embossage. Et chaque tome est vraiment magnifique, donc je vous conseille ça très chaudement. On va continuer avec une petite déception, je vous avoue, avec un roman pour lequel je m'attendais à avoir un énorme coup de cœur, parce que ça faisait très longtemps que j'attendais sa parution française, et je pense que malheureusement je m'étais peut-être un peu trop auto-hypé, j'en attendais peut-être un peu trop, et quand je l'ai lu, eh bien le soufflet est retombé, et je n'ai malheureusement pas été très convaincu par ma lecture. Il s'agit de La promesse du sang de Brian McClellan, qui est donc le premier tome de la trilogie des Poudres Mages. C'est édité aux éditions Léa, les éditions Léa qui me l'ont envoyé en service presse, donc je suis d'autant plus triste de ne pas avoir trop accroché à ma lecture, parce que souvent quand c'est un SP, ben on a envie de l'aimer, mais voilà, pour le coup, pour moi, malheureusement, ça n'a pas marché. Alors d'abord, je vais vous faire un petit point rapide sur l'histoire avant de vous expliquer mon avis en détail. Alors, dans La promesse du sang, on va suivre le royaume d'Adro. Le royaume d'Adro qui est géré par un roi despotique qui vraiment ne fait pas bien son taf. Un roi qui affame son peuple, qui creuse la dette, qui est prêt un petit peu à laisser son pays aux mains des nations ennemies juste pour sauver son popotin. Donc vraiment pas un roi de ouf. Et dans ce contexte, on va suivre le général Tamas qui va en fait faire un coup d'état, qui va exécuter le roi, qui va le faire tomber, lui ainsi que toute sa famille, et qui va aussi s'occuper d'exécuter une bonne partie de la noblesse pour remettre un petit peu son pays sur pied, le remettre sur les rails et le délivrer un petit peu de cette emprise despotique du roi. Et il va donc se lancer dans ce coup d'état, quitte à prendre un petit peu le mauvais rôle et à passer pour l'ordure régicide que tout le monde va détester, mais tout ça pour l'amour de son pays et pour la liberté. Enfin bref, c'est quelqu'un qui est plein de bonnes intentions et qui est prêt à se salir les mains pour sauver un peuple. On va principalement suivre voilà, la quête un petit peu de Tamas pour remettre un peu le royaume sur pied et puis pour survivre à tous les dangers qui vont se dresser devant lui, entre les multiples tentatives d'assassinat dont il va faire le sujet, ainsi que les autres royaumes avoisinants qui vont essayer de faire main basse sur le royaume d'Adro. Voilà, sa quête ne va pas être de tout repos. Et à côté de ça, on va suivre principalement 2 autres personnages. Un qui s'appelle Taniel, qui est donc le fils de Tamas, qui est un mercenaire très puissant et qui va, pour son père, mener à bien certaines missions, des missions où il va devoir exécuter des mages assez puissants, mages qui pourraient s'en prendre à Tamas lui-même pour un petit peu venger le roi assassiné. Et à côté de ça, on va suivre un 3e personnage qui s'appelle Adamat et qui lui est un genre d'enquêteur, détective qui va agir dans l'ombre, lui aussi au service du général Tamas, afin de l'aider à découvrir un petit peu qui sont les espions, qui sont les traîtres dans ce nouveau régime qu'il essaye de mettre en marche. Et vraiment, comme je vous le disais, tout ça pour un peu remettre le royaume sur pied et sauver le peuple. Sur fond de cette histoire très politique, on va aussi avoir une trame de fond qui va se créer avec une histoire d'anciens dieux qui menacent de revenir sur Terre et qui menacent donc de tout bouleverser, l'équilibre, la nation, bref une grande menace un peu sous-jacente au reste du récit, mais qui va prendre une place de plus en plus importante au fur et à mesure de ce premier tome. En soi, l'intrigue a l'air plutôt sympa, c'est assez novateur, très politique, et en plus on a un système de magie qui est plutôt pas mal, même s'il y a des choses à redire dessus, mais voilà, on a une magie très originale qui se base sur un petit peu la manipulation des éléments pour une certaine caste de mages, et pour la caste des poudres mages qui va un petit peu reposer sur l'utilisation de la poudre à canon, puisqu'on est dans un récit de gunpowder, donc un récit avec des armes à feu, et en gros les poudres mages, ce sont voilà, des mages qui se servent de la poudre pour faire de la magie. C'est plutôt parlant. Et je vous avoue que malgré voilà, ce world building et cette intrigue qui a l'air plutôt sympa, j'ai eu la sensation que le roman n'a pas décollé. Voilà, j'ai passé mon temps à le lire en me disant
ouais, c'est pas mal, il y a des retournements de situation, il y a des péripéties, mais quand est-ce que ça commence vraiment? Quand est-ce que moi, en tant que lecteur, je vais me sentir happé par le récit en me disant «Oh, waouh, il y a des enjeux de fou!» En fait, j'ai vraiment eu cette sensation un peu étrange que vous avez peut-être déjà eu en lisant un livre où, certes, on lit des choses et il se passe des choses et vraiment, je ne peux pas dire qu'il ne se passe rien, mais j'avais la sensation d'être très distant vis-à-vis du livre et de ne pas être du tout impliqué dans tous les événements qui se passaient. Et j'avais l'impression qu'il y avait un peu cette illusion de péripéties qui au final ne faisait pas tant avancer l'intrigue que ça. Donc voilà, j'ai lu un petit peu ce récit du début à la fin en me sentant au final pas très concerné, alors que le début était vraiment très prometteur, mais voilà, au fur et à mesure de ma lecture, j'ai pris de la distance vis-à-vis du texte, j'ai trouvé le tout, au final, assez prévisible, même si, voilà, il y a quelques retournements de situation, mais quand je l'ai eu terminé, je me suis un peu dit, bon, bah, tout ça pour ça. Malheureusement, je pense que je ne lirai pas les tomes 2 et 3. Et voilà, ça a été vraiment une lecture en demi-teinte. Et je pense que c'est aussi très subjectif, parce que ça ne m'a pas trop touché, ça ne m'a pas trop concerné. Mais j'ai des amis comme Jen et Rémi, donc des comptes Instagram Richesse de Fantasy et L'encre de la magie, qui eux ont adoré, ils ont trouvé l'univers incroyable, les personnages géniaux. Alors que moi, comme je vous dis, j'ai eu la sensation d'avoir un truc au final assez plat. Donc je pense que c'est un avis très personnel. Moi, j'ai pas été très touché. Je me suis senti un petit peu perdu au niveau du fonctionnement du système de magie que j'aurais bien du mal à vous résumer et à vous expliquer. On a aussi un genre de hiérarchisation des mages et des castes que j'ai eu du mal à saisir du début à la fin du roman. Je me suis toujours senti un petit peu perdu. Chaque caste de mages a des noms bien différents. Et j'avais du mal à savoir qui était quoi, qu'est-ce qui était plus important que quoi. Voilà, je me suis un petit peu perdu, un petit peu dans tout ce world building que j'ai trouvé malheureusement un petit peu flou. Aussi, au niveau des personnages, comme je vous le dis, ils ne sont pas en soi mauvais, mais juste j'ai pas eu de fibre un peu avec ces personnages, mis à part peut-être pour Adamat que j'ai trouvé plus attachant que les autres et dont l'intrigue est certainement la plus intéressante à mon sens. Mais par exemple, une des choses qui m'a beaucoup chagriné, c'est le manque de personnages féminins. Vraiment, il se compte sur les doigts d'une main, il y en a très peu. Et on va dire que le personnage féminin qui aurait été peut-être la plus intéressante, et qui est d'ailleurs un personnage très puissant et très énigmatique, eh bien l'auteur a pris un petit peu le parti d'en faire une femme muette, et elle est très souvent reléguée au second plan. Donc pareil, c'est très étrange parce que elle est intrigante, elle est puissante, mais malheureusement elle n'a aucune ligne de dialogue dans le texte, vu qu'elle est muette. Et en plus de ça, j'ai vraiment eu la sensation qu'elle faisait de la figuration et qu'elle aurait pu être tellement mieux utilisée et plus intéressante. Donc voilà, pour moi vraiment c'est un récit qui est plein de bonnes intentions, qui aurait pu être vraiment bien, mais dans l'exécution qui malheureusement pour moi n'a pas réussi à décoller. Après je vous le répète, c'est un récit qui pour moi a de nombreux défauts, mais qui a aussi de nombreuses qualités. C'est plutôt bien écrit, les péripéties sont cool et l'univers aussi. Donc voilà, moi tout ce que je peux vous conseiller c'est de vous faire votre propre avis, mais pour moi ça a été malheureusement un loupé, et donc je ne continuerai pas cette saga, malheureusement. Bon, et après cette déception, par contre, il faut que je vous parle d'un énorme coup de cœur que j'ai eu. Vraiment, pour l'instant, c'est une de mes meilleures lectures de l'année avec Piranèse de Susanna Clarke, que j'avais aussi adoré. Et il s'agit d'un livre qu'on a lu en lecture commune pour la chaîne, donc j'imagine que vous savez déjà de quoi je vais parler. Il s'agit de La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Ici, j'ai le grand format aux éditions Sonatine, et vraiment, quel incroyable coup de cœur. C'est un roman que j'ai juste adoré du début à la fin et que je vous conseille très chaudement. Alors, au niveau de l'histoire, dans La mer sans étoiles, je vais essayer de vous résumer ça de manière simple, sans trop en dire. On va suivre, au début du roman, on va commencer à lire 1, 2, 3, peut-être 4 contes qui, en soi, n'ont pas l'air d'avoir grand-chose en commun, mis à part quelques références à un endroit qui s'appellerait La mer sans étoiles. Et donc, voilà, on est directement plongé dans ce roman avec plusieurs courts contes, fables très oniriques, où on se dit « Ok, allez, je me laisse porter, on y va, c'est parti ».
Et peu après ces quelques fables introductives, on va rencontrer le personnage de Zachary. Zachary Ezra Rollins, de son nom complet. Zachary qui vit aux États-Unis, qui est étudiant, qui fait, je crois, une licence ou un master dans le jeu vidéo, bref, quelque chose de vraiment très actuel. Et Zachary, un jour, au détour de sa bibliothèque universitaire, va découvrir un livre qui porte le nom de Doux Chagrin, qui n'a pas d'auteur, pas d'éditeur, pas de date, bref, un très très vieil ouvrage. Et dit comme ça fait un petit peu cliché, l'étudiant qui trouve un vieux livre qui va changer sa vie dans une bibliothèque, mais je vous assure que c'est extrêmement bien amené. Et Zachary va commencer à lire ce livre, et il va découvrir de manière très singulière que c'est un recueil de contes, de fables, et que parmi ces fables, il y en a une qui raconte un événement qu'il a vécu quand il était jeune, quand il était tout petit. Et l'événement est si bien décrit, vraiment les mots qui sont choisis sont tellement bien utilisés, et la situation est tellement singulière qu'il se dit « c'est pas possible, ça peut pas être une invention ». Ce conte raconte quelque chose que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Comment est-ce possible? Surtout que le livre a l'air extrêmement ancien, on dirait qu'il a été écrit il y a des centaines d'années, l'ouvrage est très vieux, donc il se dit comment c'est possible qu'une scène de mon enfance soit relatée dans un livre aussi ancien et avec autant d'exactitude. Et à partir de là, Zachary va faire des recherches sur ce livre, recherches qui vont l'emmener à New York, qui vont l'emmener à participer à une soirée littéraire, soirée qui va changer sa vie à tout jamais. Et là-dessus, vraiment, je ne peux rien vous dire de plus, mis à part que La mer sans étoiles, c'est un roman qui va vous embarquer et qui va s'amuser un petit peu à vous perdre, à vous lancer sur plein de pistes, à vous faire découvrir plein de choses. Ça va vous donner plein de pièces de puzzle et petit à petit, le livre va vous donner l'opportunité d'assembler ces pièces de puzzle une à une et de comprendre un tableau global où il a envie de vous emmener. Vraiment, pour moi, ça a été un livre incroyable, j'ai adoré me perdre dans ces pages, et j'emploie le terme perdre à mauvais escient, je pense, parce que à aucun moment je ne me suis senti perdu et désemparé dans ma lecture. J'avais juste la sensation qu'on me donnait plein de clés, et que ces clés allaient ouvrir plein de portes, et au lieu de me sentir un petit peu perdu sous cette masse de clés, je me suis juste dit, ok, bien, je prends, je mets de côté, et ça me servira plus tard dans ma lecture. Et en effet, à chaque chapitre, on a un verrou qui se déverrouille, des portes qui s'ouvrent, et on rentre de plus en plus dans cet univers, on s'enfonce de plus en plus dans ce livre pour, au final, avoir envie de ne jamais en sortir. Et voilà, pour moi, ça a été une plongée extraordinaire. J'ai juste adoré, du début à la fin. Je sais que lors de la lecture commune, le roman n'a pas forcément fait l'unanimité, et certaines personnes se sont senties peut-être un peu trop perdues, ou alors il y a certains faits qu'ils trouvaient un peu sortis de nulle part. Mais pour moi, vraiment, quand je l'ai lu, j'ai eu cette sensation que tout était logique, que tout s'imbriquait bien. J'ai trouvé le rythme parfait, j'ai trouvé la relation entre les personnages extrêmement bien amenée. On a une belle histoire d'amour qui se tisse au fil du roman, et moi je l'ai trouvé très naturelle, et dès le début je l'ai senti. Quand les deux personnages se rencontrent, je me suis dit ok, il y a un truc qui va se passer, il y a un truc qui vous lie, et en effet... Et voilà, c'est juste un livre magnifique, et je trouve que au-delà d'être simplement une belle histoire fantastique dans laquelle on va aimer se perdre, c'est aussi une ode à la lecture, c'est une ode à l'amour des livres, c'est une ode à tous les lecteurs qui aiment les livres, qui aiment l'odeur des livres, la poussière, l'ambiance des bibliothèques. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment merveilleux, c'est un livre qui m'a énormément touché, c'est un livre que je relirai pour sûr. C'est d'ailleurs un livre qui est empli de symboles, vraiment si vous aimez le symbolisme, le tarot, vraiment toutes les iconographies un petit peu mystiques qu'on a envie de creuser, qu'on a envie de dessiner partout sur des carnets, en espérant un jour avoir un petit peu cet éclair de génie qui nous fera dire mais oui, c'est ça que ça symbolise. Ben voilà, si vous aimez ce genre de choses, c'est vraiment un livre qui va vous plaire, j'en suis certain. J'ai d'ailleurs trouvé que la plume de Erin Morgenstern était très belle, très poétique, du moins dans la traduction, j'ai trouvé que c'était très bien traduit. Et voilà, j'ai juste adoré, je sais pas quoi vous dire de plus, et j'espère que je vous ai convaincu de vous lancer si ce n'est pas déjà fait, parce que voilà, pour moi le coup de cœur est immense. Et j'ai déjà très hâte de le relire. Alors je pense que ce sera pas pour tout de suite, mais je pense que dans quelques années, je me replongerai dedans avec grand plaisir. Et je pense que je redécouvrirai des choses, parce que c'est un livre qui est tellement riche que je pense que la deuxième lecture sera peut-être encore meilleure que la première. Bon, et en fait j'aurais dû garder ce roman pour la fin, parce qu'après un coup de cœur aussi immense, ça va être compliqué de vous parler d'autres livres.
Mais bon, allons-y. Je vais vous parler d'un manga et d'un roman graphique. Et sur les deux, eh bien, il y a des bons points et il y a des mauvais points. Et je sais pas sur quel pied danser tant je suis mitigé. On va commencer par le manga. Manga qui s'intitule Blissful Land, qui est publié chez Nobi Nobi et qui est écrit par Ichimon Izumi. Dans Blissful Lands, on va suivre le personnage de Kang Zipa, je crois. Ouais, c'est ça, Kang Zipa. Kang Zipa qui vit au Tibet. On est en plein dans le 18e siècle. Et déjà, rien que ça, par contre, c'est un très bon point. Parce que si je vous dis 18e siècle, Tibet, je suis prêt à parier que aucun d'entre vous ne peut se figurer à quoi ressemblait le Tibet du 18e siècle. Et ça, c'était très agréable à lire. J'ai adoré découvrir, eh bien, les paysages du Tibet, la manière dont les Tibétains vivaient à cette époque-là. On sent que Izumi a fait des recherches et c'est très bien documenté, c'est très intéressant et c'est un manga tranche de vie, très paisible et très sympa à lire. Et là-dessus, ça a vraiment rempli un petit peu le job et j'ai passé un très bon moment. Comme je vous le disais, on suit Kang Zipa qui est un herbologiste slash médecin. On va dire qu'à cette époque-là, eh bien, on se soignait grâce aux plantes. Et voilà, lui ainsi que le reste de sa famille, donc sa sœur et ses parents, ils vivent dans un genre de... C'est pas une hutte et en même temps, c'est pas une maison. C'est une maison tibétaine, dirons-nous. Et voilà, sa vie consiste à partir à la cueillette pour cueillir des plantes médicinales et ainsi prendre soin de son petit village. Au niveau ambiance, ça m'a rappelé eh bien ces mangas très paisibles et très agréables à lire, un petit peu comme Aria, qui est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Il n'y a pas de grands drames, de grandes quêtes et de choses qui vont changer leur vie. On suit vraiment la vie des personnages à cette époque et c'est très agréable, c'est très apaisant et sur ce point-là, ça m'a beaucoup plu. La chose qui m'a un petit peu moins plu, elle est plutôt culturelle, donc c'est assez difficile de la critiquer, mais en gros, si vous voulez, Kang Zipa va voir sa vie un petit peu changer du jour au lendemain, le jour où une tribu qui vient d'un village assez lointain va venir un petit peu dans son village à lui, avec une jeune femme très belle, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, mais c'est pas très grave. Et cette jeune femme très charmante, eh bien en fait, est la future femme de Kang Zipa. En fait, c'est un mariage arrangé, et donc on comprend que dans le Tibet du XVIIIe siècle, eh bien les grandes familles allaient déposer leurs filles dans d'autres villages afin de créer des alliances plus ou moins commerciales. Et voilà, donc on va suivre un petit peu Kang Zipa qui va apprendre à découvrir sa promise. Ils vont se marier et on va voir au-delà de leur quotidien d'herboriste, eh bien comment leur relation va évoluer. Et voilà, c'est très mignon, on sent un petit peu l'amour naissant, ils sont tous les deux un petit peu gauches et en même temps ils sont assez curieux de découvrir l'autre et il y a un côté très attendrissant qui est très agréable à lire. Mais on va dire que sur le fond, lire une histoire où on romantise un mariage arrangé, ça m'a un petit peu posé problème. Parce que là, on est dans un cas très heureux où Kang Zipa est une personne adorable. C'est un homme patient, compréhensif, très sensible, qui a envie de discuter et d'échanger avec sa promise. Et on a aussi une promise, voilà, dont malheureusement j'ai oublié le nom, mais qui elle aussi est très forte et en même temps très sensible et en même temps fragile. Et voilà, on a une belle relation qui se crée entre les deux et c'est très agréable à lire, c'est très mignon. Mais durant l'intégralité de ma lecture, je n'ai pas cessé de me dire qu'au XVIIIe siècle, au Tibet, dans la vraie vie, les choses étaient très certainement très différentes et ces mariages arrangés ne devaient pas tous les jours être très roses. Et donc voilà, ici on a vraiment une image très idyllique et très romantisée de ce qui se faisait à l'époque. Et voilà, ce qui m'a un petit peu déplu, c'est le contraste certain avec les choses telles qu'elles ont vraiment existé. Et d'un point de vue éthique, ça m'a un petit peu gêné, voilà, de lire une romantisation de la privation de liberté d'une femme. Donc voilà, je suis très ambivalent là-dessus parce que l'histoire est très belle, très mignonne, les dessins sont magnifiques, rien que la couverture, vraiment, elle est magnifique.
Mais d'un point de vue éthique, le livre me pose problème. Donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à prendre position dessus. J'ai reçu très récemment d'ailleurs le second tome de la part des éditions Pika, parce que Nobinobi ça appartient à Pika et je suis partenaire Pika. Bref, j'ai reçu le tome 2 que je n'ai pas encore lu mais que je vais lire. Et peut-être que j'arriverai à me faire un meilleur avis, mais pour l'instant, voilà, j'ai du mal à prendre position. Vous avez mon ressenti dessus. Et à partir de ça, bah, libre à vous d'aller le lire ou non. Sachez toutefois qu'il n'y a pas de trigger warning et que la lecture est très belle et très apaisante et très mignonne. Mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a un contraste très fort entre ce qui est relaté ici et cette romantisation et ce qui a vraiment existé. Donc après, à vous d'aller le lire ou non, en connaissance de cause. Et on va terminer cette update lecture avec un roman graphique pour lequel je vais avoir bien du mal à vous parler tant je me suis senti stupide durant l'intégralité de ma lecture. Il s'agit donc de Sur la route de West de Tilly Walden. C'est publié chez Gallimard et ça... Je sais plus parler. Et ça a eu le Eisner Award 2020, ce qui est un bon titre je pense. Mais moi je peux pas m'empêcher de me dire pourquoi il a eu un award, j'ai pas compris. Dans ce récit, on va suivre deux personnages. Les personnages de Béa et de Lou. Alors Béa pour Béatrice. En fait, le récit commence avec Lou. Lou qui est une jeune femme, dirons-nous une femme, enfin une adulte quoi, qui prend la route et qui se barre de sa ville parce que on a l'impression qu'elle en a marre, elle veut juste partir, quitter cette ville bruyante avec des bouchons, bref, elle en peut plus. Elle se barre et elle a pour but de passer voir ses parents, je crois, qui habitent dans le Texas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais voilà, elle va devoir traverser un état des États-Unis. Et en fait, sur la route, dans une station-service, elle va tomber sur une jeune fille, pour le coup. Une jeune fille qui s'appelle donc Béa. Et les deux personnages ont l'air de se connaître. On ne sait pas de où, ni comment, ni pourquoi, mais quand elles se voient, elles sont en mode « Ah oui, c'est toi !» Comme si elles se connaissaient un petit peu de loin. Et on va dire que par la force des choses, eh bien, Lou va prendre Béa dans sa voiture, un petit peu comme si elle la prenait en stop, parce que Lou lui dit qu'elle souhaite aller dans une ville un petit peu plus loin pour voir une amie. Bref, elle lui dit « Ok, je t'embarque ». Et elles partent ensemble sur la route. Et en route, elles vont vouloir rejoindre une ville qui s'appelle West. Je vous dis pas pourquoi, mais voilà, elles vont se dire qu'elles vont devoir faire un détour par la ville de West, ville très mystérieuse car elle n'est pas trop indiquée sur les cartes et donc elles vont devoir un petit peu se débrouiller pour trouver cette ville. Et au milieu de tout ça, elles vont être pourchassées par des personnes très étranges dans une genre de voiture-camion tout aussi étrange. On ne sait pas trop ce qu'ils leur veulent, mais elles vont être pourchassées par ces personnes. Donc, voilà. Elles vont essayer de rejoindre la ville de West, qui n'est pas indiquée sur les maps, tout en essayant de survivre et d'éviter des personnes cheloues qui les pourchassent. En soi, ça a l'air plutôt cool et très mystérieux, et on va dire que quand j'ai commencé le récit, je me suis dit « Ok, trop cool, ça commence trop bien, j'adore, c'est mystérieux, c'est... voilà quoi ». Et après, eh bien, le récit part en vrille. Mais vraiment, genre... je vais avoir beaucoup de mal à vous en parler, parce que je n'ai vraiment pas compris ce qui se passait. Je pense que je suis totalement passé à côté du récit qui m'a tout l'air d'être une grande métaphore. Mais je ne saurais pas vous dire la métaphore de quoi. Et on va dire que au plus on avance dans le récit, au plus il prend un aspect... Je suis désolé, il y a ma lessive qui termine. Je pense que vous entendez les tours du tambour. Je suis navré. Je disais donc que le récit va prendre une tournure très fantastique, où les routes vont se déformer, où un petit peu les personnes qui les pourchassent vont prendre une apparence pareille, très fantasmagorique. Et voilà, le récit nous emmène ailleurs, très loin, dans des contrées dont je ne pourrais pas vous parler parce que je n'ai pas trop compris où est-ce que nous sommes allés, et j'ai refermé la dernière page avec vraiment une sensation de loupé, où je me suis dit... Qu'est-ce que je viens de dire ? Qu'est-ce que je viens de lire? Quel est le sens caché? Qu'est-ce que je dois en tirer? Qui sont ces deux personnages? Pourquoi ça se termine comme ça? Genre, vraiment, j'ai juste pas compris ce livre. Alors, ça m'arrive assez rarement.
Et voilà, je me suis senti extrêmement bête. Donc, si vous avez lu Sur la route de Tillie Walden, et si vous avez aimé ce livre, n'hésitez pas à venir me le dire dans les commentaires et à m'expliquer de quoi est-ce qu'il en ressort en fait. Parce que, je sais pas, j'avais peut-être pas les clés culturelles. J'avais juste pas les clés, je pense, pour comprendre ce récit. Et pourtant, j'ai été très attentif. Je l'ai lu d'une traite, un soir, posé dans mon canapé. Vraiment, je m'étais dit, ah, je vais me faire une bonne petite soirée. Je me suis fait une petite tisane. J'avais des Ferrero Rocher. Bref, vraiment, la soirée parfaite. Et je me suis juste senti stupide du début à la fin en me disant, je comprends pas ce que je lis. Donc peut-être que je le relirai, si certains d'entre vous ont des explications à me fournir et que ça m'aidera pour mieux le comprendre. Mais voilà, j'en suis ressorti assez médusé en me disant, bon ben, comme quoi, ça peut pas marcher à tous les coups. D'ailleurs, ça m'a un petit peu refroidi parce que c'était mon premier livre de Tillie Walden et j'avais très envie de lire Dans un rayon de soleil, On a Sunbeam, donc de la même autrice. Et bien, ça me freine un peu, parce que si je fais face au même problème d'incompréhension, je vais passer à côté du récit. Et ce sont des BD grand format, très belles, mais qui ont un certain coût. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu embêtant d'acheter une BD en se disant « peut-être que je vais rien piger ». Donc voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires, je serai très curieux de savoir ce qu'il en ressort et peut-être un petit peu de tirer toute cette histoire au clair. Et bien voilà, c'est tout pour cette update lecture qui, je l'espère, n'était pas trop long. Je me dis 5 livres à vous présenter, ça devrait pas être si long, mais quand je vois le temps, j'ai quand même filmé pas mal. Là-dessus, moi je vais m'attaquer au montage très vite, histoire de vous sortir ça avant de partir en vacances. Et puis voilà, on se retrouvera, je pense, à la fin du mois de mai. D'ailleurs, à la fin du mois de mai, je reviendrai avec une vidéo annonce, puisque début juin aura lieu un nouveau Cornet Quiz. Donc un petit quiz sur Twitch qui vous permettra peut-être de remporter des lots, et je vous assure que les lots sont extrêmement cool. Donc eh bien restez en veille, stay tuned comme on dit. Et puis je vous souhaite comme d'habitude de très belles lectures, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.